Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine Lee, très heureuse de vous retrouver et voyons tout de suite les grands titres de l'actualité de cette semaine. L'anniversaire des émeutes du Xinjiang, la répression des Ouïghours continue. La condition des défenseurs des droits de l'homme en Chine. Visite diplomatique chinoise en Libye. La semaine du 4 juillet a marqué l'anniversaire des émeutes de 2009 dans la province du Xinjiang. Pour l'occasion, les autorités chinoises ont renforcé la sécurité dans la région. Les groupes des droits de l'homme outre-mer déclarent que les autorités poursuivent la répression des Ouïghours. 2 ans après les émeutes dans la région autonome du Sichuan en Chine, l'atmosphère est toujours tendue. Le Sichuan est le foyer de la minorité ethnique ouïghour. Le 5 juillet 2009, les forces de sécurité chinoises ont réprimé des manifestations ouïghours dans la capitale d'Urumqi. Les Ouïghours réclamaient justice pour les ouvriers d'usine tués lors d'un combat avec les Chinois Han en juin. La situation s'était rapidement transformée en émeute ethnique à grande échelle. Une vague de répression a suivi avec l'arrestation de nombreux Ouïghours. Certains ont été condamnés à des peines de prison très sévères et même exécutés. Et il y a encore beaucoup d'autres personnes dont nous ignorons ce qu'elles sont devenues. Après les manifestations, Internet a été fermé pendant presque un an dans le Sichuan, ce qui a rendu difficile l'obtention d'informations provenant de la région. Amnesty International a signalé le cas d'un journaliste ouïghour, Aira Niaz, qui a purgé une peine de prison de 15 ans pour avoir parlé aux médias étrangers au sujet des manifestations de 2009. Toutefois, certains rapports ont refait surface pendant la période précédant l'anniversaire. Il y a eu également des rapports concernant des véhicules blindés dans la rue et une présence policière renforcée avant la date anniversaire. Il y a un réel sentiment d'une surveillance pour savoir qui parle à qui et qui fait quoi. Les Ouïghours vivant à l'étranger ont également été réprimés. Le site web du World Hayu Congress a été soumis à des cyberattaques depuis la semaine dernière et est toujours hors ligne. Les pirates informatiques chinois ont essentiellement piraté le site web du World Uyghur Congress et l'ont rendu dysfonctionnel. Alors, nous avons dû déplacer une partie du contenu, en particulier les annonces de manifestations, du site web du World Uyghur Congress au site Uyghur American Association. Le World Hayu Congress pense que le régime chinois est derrière ces attaques informatiques. Même si certains pirates informatiques ont pu travailler individuellement, ils le font avec les encouragements du gouvernement. Si c'est le gouvernement chinois, alors ce n'est pas surprenant, puisqu'il a piraté de nombreuses entreprises, comme Google et même le Pentagone. Le bureau allemand de l'organisation a également dit à NTD au téléphone qu'ils avaient reçu de continuels appels téléphoniques anonymes pendant la période de l'anniversaire, bloquant la plupart de leurs communications. Depuis les manifestations de 2009, les autorités chinoises disent qu'ils se sont préoccupés de relancer l'économie dans le Sichuan en créant des emplois, surtout pour les Ouïghours. Pourtant, Freedom House estime qu'ils sont réticents à aborder la véritable question, la répression de la liberté culturelle et religieuse de la minorité ouïghour. On a le sentiment qu'ils ne sont pas vraiment prêts à faire face à la racine de la cause, qui, à certains égards, est en fait une réaction violente et un ressentiment contre certaines des politiques culturelles et religieuses répressives que les autorités chinoises ont mises en place. Tout cela est encore en place et peut même avoir empiré. Je veux dire, des situations où, même pendant le Ramadan, les restaurants ont été contraints à rester ouverts, ce qui viole vraiment certaines des croyances fondamentales de la foi musulmane et qui attise beaucoup de ressentiments. La région du Sichuan, connue pour de nombreux Ouïghours, comme le Turkestan oriental, représente 1/6 de la masse territoriale de la Chine et a une richesse de matières premières importantes comme l'huile, le gaz et les gisements de charbon. La situation des défenseurs des droits de l'homme en Chine se dégrade, selon les propos des spécialistes qui ont assisté lundi dernier à une audition du sous-comité des droits de l'homme du Parlement européen. Le régime chinois semble outrepasser ses propres lois pour réprimer les avocats des droits de l'homme. Certains pensent que ce non-respect des lois a été maintenu pendant 12 ans de persécution.
Les membres du Parlement européen s'inquiètent de la situation des défenseurs des droits de l'homme en Chine. Des spécialistes ont pris la parole devant le sous-comité des droits de l'homme du Parlement européen pour expliquer combien il devenait difficile aux avocats d'exercer leur métier. Il en est ainsi parce que le régime chinois restreint l'exercice de leurs fonctions, souvent en toute illégalité. Il nous paraît évident que viser les avocats en particulier, des gens qui font simplement leur travail, c'est vraiment déplorable. De plus, cela nuit à la santé de la société en endommageant le règne de la loi. Pan Jianwei, membre d'un groupe basé à Hong Kong pour la défense des avocats des droits de l'homme en Chine, a pris la parole lors de l'audience de lundi dernier. Il a expliqué qu'en plus de faire disparaître les avocats ou de les soumettre à une résidence surveillée, le régime chinois utilise d'autres méthodes pour les empêcher de travailler. Un exemple est celui de l'avocat de l'artiste Ai Weiwei. Liu Xiaoyuan, l'avocat de Ai Weiwei à Pékin, se trouve actuellement dans une situation très difficile pour renouveler sa licence d'avocat. C'est un cas typique pour les avocats d'avoir des difficultés pour renouveler leur licence après avoir défendu trop de dossiers touchant aux droits de l'homme. C'est un problème si nous pensons que le régime chinois utilise cet outil pour réprimer notre groupe de défense. Xia Yiyang participe à la Fondation légale pour les droits de l'homme basée aux États-Unis. Il pense que la situation actuelle en Chine est due à la persécution illégale du groupe spirituel Falun Gong, lancé il y a 12 ans par le Parti communiste chinois. En 1999, le régime avait lancé une campagne nationale visant à éradiquer cette pratique. La campagne continue à ce jour. Le régime chinois a établi un système endommageant son propre système légal, de façon intentionnelle et systématique. Cela ne s'est pas limité au groupe du Falun Gong et a été utilisé sur d'autres groupes. Nous pouvons voir aujourd'hui que certains défenseurs des droits de l'homme, des avocats et même des artistes sont persécutés avec le même système. Lors de l'audience, Pan a demandé au Parlement européen d'étudier les questions relatives aux défenseurs des droits de l'homme en Chine. Les gens en Chine qui ont besoin de ces avocats pour les aider perdent espoir parce que ces avocats ne peuvent plus les aider. Ils sont devenus eux-mêmes des victimes. NTD News, Bruxelles, Belgique. Un haut diplomate chinois vient de conclure une deuxième visite à la base de l'opposition libyenne à Benghazi. Le régime chinois cherche ouvertement à renforcer ses liens avec les dirigeants de l'opposition libyenne, apparemment pour trouver une solution rapide à la crise libyenne. Voyons cela. Le régime chinois a envoyé un délégué afin de rencontrer les dirigeants de l'opposition libyenne à Benghazi. L'objectif est apparemment de favoriser des relations plus solides avec les leaders rebelles qui cherchent à renverser Mouammar Kadhafi. Mercredi, le ministre des Affaires étrangères chinois en charge des affaires nord-africaines, Chen Xiaodong, a rencontré le directeur adjoint du Conseil national de transition, Ali Essaoui, et d'autres partis à Benghazi, fief de l'opposition libyenne. Il a souligné l'importance de résoudre la crise politique libyenne actuelle. Nous avons échangé nos points de vue pour résoudre la crise libyenne par la négociation politique. J'ai senti que les leaders du Conseil national de transition désiraient également résoudre le problème de cette manière, car atténuer les hostilités de façon pacifique peut minimiser les souffrances du peuple libyen. C'est la deuxième visite en moins d'un mois entre le régime chinois et les leaders rebelles. La visite de Chen intervient alors que les forces rebelles progressent vers la forteresse de Kadhafi. Chen fait appel à une solution rapide à la crise libyenne qui dure depuis 4 mois. Il assure le responsable Essaoui que les dirigeants chinois les considèrent comme, je cite, un partenaire important du dialogue. Les dirigeants de l'opposition libyenne ont également exprimé la volonté de consolider des relations plus étroites avec le régime chinois. Le fait que le régime chinois courtise les rebelles chargés d'une importante zone pétrolière dénote un certain ajustement plutôt pratique de la politique. Les analystes déclarent que les dirigeants chinois cherchent à cultiver de bonnes relations avec quiconque deviendra le futur dirigeant libyen.
Le régime chinois a mis en place de nouvelles technologies pour garder ses citoyens sous surveillance, en partie grâce aux technologies créées par des entreprises occidentales. Cisco Systems, une entreprise de Californie, est soupçonnée d'avoir fourni à la ville de Chongqing des équipements pour renforcer son système de surveillance. Voyons ce reportage. Le géant informatique Cisco Systems pourrait aider le régime chinois à garder un œil sur ses citoyens, y compris la surveillance des dissidents politiques. Au cours de ces 2 ou 3 prochaines années, la ville de Chongqing compte installer un réseau complexe d'équipements de surveillance, dont un demi-million de caméras de sécurité. Le projet est surnommé Chongqing paisible. Selon le Wall Street Journal, Cisco est susceptible de fournir les clés du projet. Les organisations des droits de l'homme s'inquiètent du fait que le réseau de caméras puisse être utilisé pour étouffer encore plus les droits de l'homme et les opinions politiques. Corina Barbara Francis, chercheur à Amnesty International, a déclaré au journal qu'il a des preuves que les autorités chinoises utilisent la surveillance vidéo pour réprimer plus sévèrement et ensuite criminaliser des activités qui ne devraient pas l'être. Mark Chandler, conseiller général de Cisco, a déclaré en juin dans un blog qu'il ne fournissait pas d'équipement au PCC qui ait été spécifiquement conçu pour réprimer les droits de l'homme. Après le massacre de la place Tiananmen en 1989, une loi américaine interdit aux entreprises de ce pays d'exporter vers la Chine des produits de contrôle de criminalité tels que les équipements d'empreinte digitale. Mais ces restrictions ne concernent pas les équipements à multi-usage tels que les caméras de sécurité. On dit que le lac Canas en Chine abrite de nombreux monstres et autres diables marins. Mais quelques nageurs ont bravé ces eaux menaçantes et ont réussi à traverser le lac. Au bout de 25 km, ils sont entrés dans le livre des records Guinness. Voyons cela. Samedi dernier, 4 nageurs chinois ont établi un record mondial du Guinness après avoir traversé avec succès le lac Canas dans la province chinoise du Xinjiang. Après 7 heures exténuantes, les 4 nageurs ont réussi à parcourir les 25 km dans des eaux à 10 degrés Celsius. À plus de 4200 mètres d'altitude, le manque d'oxygène a également été un défi pour les nageurs. En fonction de leurs conditions actuelles, les nageurs doivent nager un peu plus lentement afin de s'adapter à la température de l'eau. Chaque nageur était accompagné par un guide dans un canoë. Celui-ci était chargé de veiller à ce qu'il n'y ait aucun détour, mais également de garder un œil sur une quelconque apparition de ces monstres de légende qui, dit-on, apparaissent de temps à autre. Heureusement, les 4 nageurs n'ont pas rencontré trop d'obstacles dangereux et ont achevé leur exploit en toute sécurité. À Wenzhou, en Chine, des amateurs de poterie ont dévoilé le 6 juillet un nouveau four à porcelaine, Ouyao, qui devrait faire revivre une tradition qui remonte à plus d'un millénaire. Mercredi dernier, la cérémonie d'ouverture inaugurant un nouveau four à porcelaine Ouyao s'est déroulée dans l'agglomération de Wenzhou, dans la province chinoise de Zhejiang. Le but était de faire revivre une ancienne méthode de création de porcelaine qui remonte au IIIe siècle. Les fours à porcelaine Ouyao étaient autrefois utilisés pour créer des poteries, mais avec le temps ont été finalement oubliés. Cependant, les amateurs du four Ouyao souhaitent restaurer cette ancienne tradition. Il s'agit de la première étape de notre mission. Cela aurait dû être fait 1000 ans plus tôt. Nous construirons davantage de fours dans le futur. En agissant ainsi, nous souhaitons diffuser notre culture du four Ouyao dans le monde. Après des années de recherche, l'Institut de recherche sur le four à porcelaine Ouyao a finalement découvert les méthodes utilisées dans le passé. Alors que les fours Ouyao étaient alors principalement utilisés pour fabriquer des poteries, ils cherchent maintenant des moyens pour créer de façon innovante de nouveaux produits. La première fournée de 308 pièces de porcelaine a été placée mercredi dans le nouveau four et terminée vendredi matin. Passons maintenant dans la deuxième partie de notre journal, à suivre dans un instant. Une nouvelle loi sur les enseignes ethniques à New York. Pique-nique végétarien à Nice.
Le 8 juillet, Jean-Paul Costa, le directeur du Tribunal européen des droits de l'homme, est arrivé à Kiev. Devant des journalistes, il a remarqué que le nombre de dossiers concernant les droits de l'homme en Ukraine est anormalement élevé. Nos correspondants sur place nous donnent plus de détails. Lors d'une récente visite à Kiev, le président de la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré qu'il y avait plus de 11 000 procès en Ukraine. Plus de 8% des demandes en instance concernent l'Ukraine. Comparé à la population de ce pays et le nombre total d'habitants en Europe, ce chiffre est plus élevé que le nombre moyen des demandes devant le tribunal. En moyenne, chaque année, la Cour européenne rend une décision sur 600 appels, ce qui engage au moins une violation de n'importe quelle convention sur les droits de l'homme. Beaucoup de plaintes, tant civiles que pénales, impliquent le 6e article sur l'échec des décisions et de longues périodes d'examen d'affaires judiciaires. Il y a beaucoup de plaintes concernant la violation des droits de propriété en termes de prestations sociales. De plus, un nombre important de plaintes sont liées à la torture, au mauvais traitement, aux mauvaises conditions de détention, ainsi qu'à la violation de la liberté d'expression et de la liberté de vivre en paix. Dans de nombreuses affaires ukrainiennes, les décisions de la Cour européenne n'ont pas été entièrement complétées. En ce moment, 95% de ces décisions à l'égard de l'Ukraine sont considérées comme inachevées. Le 11 septembre 1997, l'Ukraine a ratifié la Convention sur les droits de l'homme. Le pays occupe le 5e rang dans le nombre de demandes des citoyens à la Cour européenne des droits de l'homme. NTD News, Kiev, Ukraine. Et toujours en Ukraine, les déchets radioactifs de la centrale nucléaire Tchernobyl vont enfin pouvoir être stockés dans des conteneurs étanches fabriqués près de Kiev. Ces conteneurs devraient également pouvoir servir à stocker des produits chimiques et des pesticides dangereux. Nos correspondants ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Des responsables gouvernementaux viennent d'inaugurer un site de production de tonneaux en fer et de conteneurs en béton armé destinés à recevoir les déchets nucléaires de Tchernobyl. Cette usine se trouve à Slavutych, une ville située à 55 km de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Les déchets nucléaires de la centrale de Tchernobyl seront placés dans ces conteneurs et stockés dans un site spécial de traitement. Les déchets vont être placés dans des conteneurs spéciaux qui seront noyés dans du béton. Certains seront bétonnés, d'autres complètement recouverts d'une couche de terre. De cette façon, les déchets seront stockés pour une durée de 300 ans. L'usine prévoit de produire chaque année plus de 34 000 tonneaux en fer et 700 conteneurs en béton armé. La construction de cette usine a été financée par l'Union européenne. En plus de la gestion des déchets nucléaires, l'entreprise va pouvoir proposer des solutions de stockage pour les pesticides et autres produits chimiques. L'Union européenne a alloué plus d'1 milliard d'euros pour le projet de sécurité nucléaire de l'Ukraine. NTD News, Slavutych, Ukraine. À New York, le Queens est un des quartiers le plus diversifiés en termes ethniques. Ses habitants viennent du monde entier. Mais un projet de loi pourrait changer l'apparence de certains de ces quartiers ethniques les plus fréquentés. Voici le reportage de notre correspondante à New York. New York est une ville d'immigration. Certains secteurs donnent l'impression d'être dans un autre pays. Actuellement, une éventuelle nouvelle loi pourrait changer le regard sur des quartiers comme Flushing, le principal quartier du Queens, où dominent les Chinois. À New York, 2 membres du conseil ont proposé une loi exigeant que chaque enseigne de magasin soit au moins à 60% en anglais. Les membres du conseil affirment qu'il serait plus facile pour les policiers et les pompiers d'identifier les magasins et ils ajoutent que cela amènerait de nouveaux clients aux commerçants. Mais la loi est controversée. Certains s'inquiètent, disant que cette nouvelle loi pourrait homogénéiser les quartiers ethniques. Et les associations d'entreprises déclarent que changer d'enseigne serait coûteux. Mais les commerçants de Flushing à qui nous avons parlé ont été ouverts à cette idée. Sun Gae Wang et son mari sont propriétaires d'un restaurant coréen. Ils viennent de dépenser près de 3 500 € pour changer leur enseigne. Mais ils sont prêts à le refaire. Si telle est la loi, alors on doit l'accepter. Et si cela peut aider mon commerce, ça ne me dérange pas d'investir pour avoir davantage de clients.
Aaron Yu, propriétaire d'une boulangerie, a déjà pris de l'avance sur la loi proposée. Il affirme qu'il a déjà prévu de changer son enseigne pour ajouter plus d'anglais, mais aussi de l'espagnol. Nous ne souhaitons pas seulement des visites de clients chinois, mais aussi américains et espagnols. Je veux que chacun puisse profiter de ma pâtisserie. Nous nous sommes adressés aux résidents non asiatiques. Ils ont tous affirmé que si les magasins avaient plus de signalisation en anglais, ils y feraient davantage de shopping. Mais tout le monde n'est pas du même avis sur cette proposition de loi. J'ai des amis chinois qui affirment que ce n'est pas une bonne idée, parce que c'est un endroit spécial pour les Coréens et les Chinois. Cependant, cet homme n'est pas trop inquiet au sujet de la loi. Il ne devrait pas y avoir d'effet, il suffit de ne pas se débarrasser du chinois. On ignore si la proposition de cette nouvelle loi passera, mais de toute façon, ce sera un signe pour l'avenir. NTD News, Queens, New York. Rendons-nous maintenant en France. À Nice, les militants de l'Association végétarienne de France ont organisé un pique-nique dans les jardins de Cimiez afin de permettre aux personnes curieuses de découvrir le végétarisme. Améliorer la santé humaine, protéger la condition animale et l'environnement sont les objectifs de l'Association végétarienne de France. Notre correspondant est allé les rencontrer et a goûté pour nous. Dans les grands jardins de Cimiez, le pique-nique végétarien a rassemblé des familles autour de mets particulièrement non carnés et bénéfiques pour la santé. Au menu de ce midi, pâté végétal aux champignons, quiche aux oignons et pois chiches, fromage végétal, saucisse végétalienne composée de protéines de blé à base de soja. Nous voulons montrer aux gens que le végétarisme est quelque chose de convivial, de bon au goût et également bon pour la santé. Le végétarisme est également bon pour le tiers-monde et pour l'environnement. D'après les chiffres de FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en mangeant végétarien, on peut nourrir 10 fois plus de personnes qu'en mangeant de la viande. Avec 15 000 litres d'eau, on arrive à produire 1 kg de bœuf, alors qu'il en faut 10 fois moins pour produire 1 kg de protéines végétales. Donc il y a une prise de conscience petit à petit dans la population grâce aux associations comme la nôtre ou d'autres. Il y a une ville comme Gand qui a promulgué des journées sans viande une fois par semaine dans les cantines pour les enfants et même Paris 2. Bien, moi je dirais que l'avenir est végétarien. Devenez végétarien pour les animaux et pour la planète. La nourriture végétarienne est savoureuse, légère, saine et variée. Nombreux pensent que cette cuisine est triste et limitée et s'interrogent encore sur les fameuses et nécessaires protéines. NTD News Nice France, Suzanne Durand. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une très bonne semaine.